Les universités des achats se poursuivent et nous avons toujours le même plaisir à vous retrouver avec aujourd'hui un thème, vous allez le voir, absolument passionnant. C'est l'innovation collaborative. L'innovation collaborative qui est au cœur de l'organisation des achats. C'est en tout cas le postulat de base que nos deux invités ont décidé de présenter et de défendre aujourd'hui avec vous. Je vous parle de Xavier-Pierre Bèze, qui est ici, que je salue avec respect parce qu'il vient du sud de la France, donc ce garçon ne peut pas être mauvais. Il est vice-président de Concentric Europe. En un mot, alors, P2P et Order to Cash. Alors expliquez-nous, parce qu'on n'est pas tous branchés sur ces mots anglais. En un mot comme en mille, vous faites quoi ? Alors Concentric est une entreprise américaine qui a la vocation de pouvoir mettre à disposition des solutions, des plateformes en mode SaaS Cloud pour traiter d'un côté tout le flux de processus lié donc aux approvisionnements, gestion des demandes d'achat, des commandes d'achat, des catalogues électroniques, jusqu'à la gestion de la facture électronique. Facture dématérialisée. Dématérialisée et électronique, puisqu'on a un nouveau cadre réglementaire qui nous attend dans les prochaines années. Donc le sujet... On y est déjà, on y est déjà. Et progressivement, ça va toucher jusqu'au plus petit. Exactement. Et de l'autre côté, le Order to Cash, c'est la capacité de Concentric à pouvoir proposer donc à ses clients, je dirais le pendant donc des achats, mais sur la partie vente, l'émission donc des factures vers les clients et surtout collecter le règlement des clients pour ensuite vis-à-vis donc de notre client principal lui envoyer un seul règlement avec un engagement J+15 en temps réel. C'est une belle histoire, l'histoire de Concentric, puisque c'est une société que vous avez cofondée, qui a été reprise par un groupe américain et qui bientôt sera cotée au Nasdaq, c'est ça ? Oui, effectivement. Alors, c'est un beau projet entrepreneurial lancé il y a plus d'une vingtaine d'années dans le sud de la France, effectivement, donc avec mon ancien associé Julien Nadeau, qui aujourd'hui donc est le patron de l'innovation du groupe Concentric, qui est basé aux États-Unis à Atlanta. Un beau projet entrepreneurial où nous avons donc développé une technologie, une plateforme qui aujourd'hui est la plateforme et la technologie qui supporte les services P2P et Order to Cash du groupe Concentric au niveau mondial. Et vous êtes resté au sein de l'entreprise, c'est vous dire à la fois l'attachement et la confiance que les nouveaux acquéreurs vous portent et vous accordent. Sylvain Ferraud est avec nous, Servier, laboratoire que tout le monde connaît. Quelques indicateurs sur Servier ? Laboratoire présent dans 150 pays, tourné vers l'innovation dans l'oncologie. Nous produisons 98% de nos principes actifs en France et une grande partie de nos médicaments aussi en France à destination de l'export. Oui. Et vous occupez le poste très prisé, paraît-il, de On-Board to Pay Director. Et là, pardonnez-moi, il va falloir que vous traduisiez aussi. Alors, on-board, c'est quoi ce terme qui est un petit peu nouveau, hein, depuis la loi Sapin, depuis le devoir de vigilance, depuis la lutte contre le travail dissimulé. On se doit d'évaluer les fournisseurs avec qui on veut travailler. Et donc, on appelle ça l'embarquement ou l'onboarding des fournisseurs. Et donc, mes équipes sont en charge de ces activités d'onboarding, de l'activité d'approvisionnement et d'administration des achats, et des activités de comptabilisation des factures. En un mot, l'intérêt du sujet qui nous réunit, innovation collaborative au cœur de l'organisation des achats. Pourquoi est-ce que ce sujet, vous voulez l'un et l'autre le porter et dire à ceux qui sont derrière leur écran, surtout ne partez pas parce qu'on est au cœur d'un sujet majeur? Alors, on a des utilisateurs qui sont parfois assez lassés de ces processus d'achat et qui, dans leur vie personnelle, achètent en one-click commande sur Amazon avec des cartes dématérialisées. Et aujourd'hui, ils ont envie d'acheter dans l'entreprise de manière aussi facile, aisée et compréhensible que dans leur vie personnelle. Donc, on se doit de leur apporter des solutions innovantes pour qu'ils puissent acheter aussi facilement à l'entreprise qu'à la maison. Et cette innovation ne peut se faire qu'en équipe. C'est un peu le postulat de base et on va en faire la démonstration tout au long de cet atelier. Ah, j'espère bien. On commence généralement un atelier par le chiffre du jour. On ne va pas déroger à la règle. C'est donc le chiffre du jour. Ce chiffre du jour, il va s'afficher sur notre écran. C'est 57%. Alors, pourquoi 57% ? Alors 57% de direction achat aujourd'hui considèrent clairement que l'implication des différentes parties prenantes, donc au sein d'une organisation, des différentes directions métiers, est le facteur clé de succès dans le cadre d'un projet de mise en place d'une solution orientée digitale. Alors, c'est pas moi directement qui le dit, c'est issu donc d'une étude menée et portée donc par PwC Procurement Digital.
Mais après 20 ans d'expérience, j'ai envie de dire que je suis prêt à le porter haut et fort, ce chiffre-là, puisque à chaque fois que nous avons été amenés à conduire donc un projet, que ce soit un projet de co-innovation ou un projet d'implémentation de nos solutions, à partir du moment où nous avions une réelle collaboration, une symbiose entre les différentes directions métiers, c'était un élément clé de réussite dès le démarrage du projet. Seul, on croit aller plus vite. Ensemble, on va toujours plus loin. Exactement. Oui, classique, mais efficace. Bien. Alors, le principe toujours le même. 10 questions pour essayer de balayer le sujet. 8-10 questions en tout cas. Et la première, qui va nous conduire petit à petit vers cette solution innovante qui a été le fruit d'une collaboration et qui m'a laissé sans voix. La première question, elle est légitime d'abord. Quels sont les enjeux des utilisateurs de solutions achats ? On a plusieurs catégories d'utilisateurs. On n'a pas un utilisateur type. On a ceux qui font ça de manière occasionnelle, et pour eux, ils ont envie d'avoir de l'aide dans leur premier pas dans un outil ou dans un acte d'achat. Donc eux, ils ont besoin d'aide, voilà, pas à pas. On a des utilisateurs expérimentés qui font ça régulièrement, parce qu'ils le font pour le compte d'autres, parce que le responsable d'un laboratoire, c'est lui qui commande tous ses réactifs à longueur de semaine. Et lui, il a besoin d'aller vite. Il a besoin de trouver rapidement une référence, il a besoin d'aller naviguer rapidement dans un catalogue. Voilà, donc lui, il a besoin d'aller vite. Et puis enfin, on a ceux qui opèrent les flux, mes équipes, qui doivent concilier vitesse, aide, support, et puis compliance des flux, compliance des documents fournis, et donc ont besoin aussi de naviguer plus facilement parfois dans l'application ou dans plusieurs applications pour arriver à répondre facilement et avoir un support de qualité. Donc vous dites, 1, de la facilité d'utilisation, 2, de la rapidité, de la vitesse, 3, un accompagnement, donc ça c'est les 3 premiers tiers, et puis évidemment, il y en a un 4e de tiers, comme le veut l'histoire, et là c'est l'agilité. Oui, l'agilité parce que on voit bien que le Covid, par exemple, nous a amené ce qu'on appelle les new ways of working, c'est-à-dire qu'on travaille différemment, de manière plus coopérative, de manière plus à distance, de manière plus synchrone. Et ben de la même manière, je pense qu'on a le new ways of buying. Il faut acheter parfois différemment. On achète de plus en plus de services de manière dématérialisée, qu'on n'achetait pas il y a 2 ans, 3 ans. Il faut s'adapter continuellement, et donc il faut cette petite 3e tiers ou 4e tiers d'agilité. Oui, oui. Ouais. Vous êtes d'accord avec cette analyse ? Oui, je suis complètement d'accord. On en parlera tout à l'heure dans le cadre donc du projet, mais effectivement, le Covid a été un élément un petit peu, je dirais, déclencheur qui renforce quelque part un petit peu ce besoin en fait d'agilité et ce besoin, on va dire, d'utilisation de nouveaux outils, avec finalement l'existant sans tout rechanger. Alors, on a posé le cadre général, voilà quels sont les enjeux, les besoins au fond des acheteurs. La deuxième question, elle nous amène au cœur du sujet. Qu'est-ce que vous avez co-développé pour répondre à ces enjeux ? Alors, allez-y. Alors effectivement, on a co-développé entre les équipes donc Servier et les équipes de Corcentric ce que l'on appelle un assistant digital achat. D'accord ? Donc c'est un chatbot qui a une petite particularité, c'est qu'il fonctionne en mode collaboratif. On développera, je pense, ultérieurement tous les principes de fonctionnement. Et clairement, cet assistant digital achat, il a pour vocation, si vous voulez, à pouvoir réellement amener un service au niveau donc des utilisateurs, au niveau des prescripteurs, pour quelque part, je dirais, leur faciliter la vie, faciliter les tâches et intrinsèquement faire en sorte qu'ils puissent se concentrer, j'imagine, sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Donc en fait, c'est un service qui a été ajouté à la plateforme que vous aviez déjà installée et avec laquelle Servier travaillait. C'est ça ? Effectivement, c'est un service qui a été ajouté donc à la plateforme Corcentric, donc installée donc chez Servier déjà depuis de nombreuses années, et qui est intimement connecté à l'outil de messagerie Teams du client Servier. Et c'est là où en soi le concept est assez innovant et assez original, c'est qu'un outil Teams qui aujourd'hui est totalement démocratisé donc chez Servier ou dans bon nombre d'entreprises vient se compléter avec donc de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux services en lien avec la plateforme de services de gestion des achats déjà existante dans l'organisation. On est évidemment impatient de savoir comment ça fonctionne. Ce sera la 3e question. Comment fonctionne ce chatbot ? Alors, très concrètement, on peut appeler ce chatbot soit dans l'application Corcentric, soit via Teams. Et on a voulu que ce chatbot-là, il ne soit pas là pour dire comment on navigue dans un outil, mais comment il répond aux préoccupations concrètes
journalière, quotidienne, de nos demandeurs. Comment fonctionne ce processus? C'est quoi le mode opératoire pour acheter? Quelles sont les dernières chaises que je peux acheter dans le panel référencé de chez Servier? Au fait, ma dernière demande d'achat, je dois pas la réceptionner bientôt? Et c'est là où ce chatbot-là, il a un intérêt important, c'est qu'il ne fait pas que répondre aux questions que se pose le demandeur, mais il vient aussi titiller le demandeur pour lui dire « Mon cher ami, ton contrat, il se termine dans 3 semaines, veux-tu le renouveler ?» Tu as commandé une boîte de gants, tu avais indiqué que la date de réception était aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui, as-tu réceptionné ta boîte de gants? Et donc il vient vous interpeller. Vous avez une demande d'achat approuvée, il va interpeller l'approbateur pour lui dire « Vous avez une demande d'achat approuvée et vous pouvez le faire directement dans Teams et non pas en allant dans l'application. » Voilà comment ça fonctionne. Que j'ai bien compris. J'ai besoin d'acheter, vous avez pris l'exemple de chaises, mais peu importe, j'ai besoin d'acheter des tubes à essai. Je m'adresse au chatbot, je lui dis, je voudrais acheter des tubes à essai en quantité tant. Et là, qu'est-ce qui se passe? Et ben le chatbot va dire, voilà les derniers tubes à essai qui ont été achetés auprès du fournisseur Millipore, VWR ou la Very et il vous dit, voilà les références. Et si vous reconnaissez la référence qui vous va, eh bien, vous l'achetez. Et sinon, si vous connaissez même la référence, vous dites, je cherche des tubes de verre de la référence 22B, ils vont vous dire, c'est dans le catalogue de Millipore. Et tout ça est vocal aussi? Ouais, exactement. À la fois en texte et en voix. Et ça, il reconnaît la voix, c'est un peu comme Siri, pardon de faire de la publicité. C'est le même principe. C'est le même principe. Donc, on peut soit taper, soit parler, et on a directement la réponse. On n'a pas une marche à suivre pour atterrir sur la bonne case et la bonne référence. On a directement la référence qui s'affiche. Directement. Et si vous ne savez pas comment poser la question, vous pouvez même poser la question à l'assistant en disant « j'ai besoin d'aide ». Et il vous dit exactement quelle aide il peut vous apporter pour mieux formuler la question. Alors, on progresse encore un tout petit peu, c'est extraordinaire. Hein. On progresse. Et à quel objectif, nouvelle question, à quel objectif répond cet assistant digital? Qui de vous deux? Alors, un des objectifs que nous avions dès la conception et dès l'idée de cet assistant digital, c'était faciliter l'adoption et l'appropriation des flux d'achat pour les utilisateurs qui n'ont pas forcément envie ou l'appétence d'aller dans un outil informatique. Et donc, on cherchait un nouveau moyen pour un utilisateur de converser avec une application sans passer par je dois apprendre à utiliser un logiciel. Voilà. Apprendre à utiliser un ERP, ça prend parfois des mois. On n'est pas dans l'ERP, là, on est dans un outil de e-procurement plus accessible, mais même ça, on s'est dit, c'est une nouvelle façon de proposer un service au demandeur sans passer par l'application. Ça veut dire qu'on a un véritable assistant, comme si on avait quelqu'un à côté de soi à qui on peut s'adresser. Dis-moi, je ne peux pas me sortir le dossier, c'est ça? C'est exactement ça. On est vraiment dans une culture et une approche très métier. Depuis plusieurs années, on parle de professionnalisation de la fonction achat et des procédures et des processus. C'est toujours un élément à la fois stratégique, mais compliqué à faire redescendre dans l'organisation. Là, en l'occurrence, donc, avec cet assistant digital achat, un utilisateur interne qui ne connaît pas forcément très bien une certaine procédure en rapport donc avec une catégorie d'achat ou un article, bien l'assistant va pouvoir l'accompagner, l'aider, lui pousser la bonne information au moment clé. Alors, dit comme ça paraît très simple, mais j'imagine que pour réussir un tel projet, ça sera la question suivante, il y a un certain nombre de prérequis, ça ne se fait pas comme ça non plus, il y a un gros travail. Alors, quels sont les prérequis d'abord? Alors, il faut du sponsoring et une conviction commune. Et il se trouve qu'en discutant avec Julien Nadeau, nous avions cette conviction commune qu'il fallait apporter cette innovation d'un assistant bidirectionnel. On peut l'interroger, mais il vient aussi... Il peut nous interpeller. Voilà. Et on s'est dit, c'est ça qui va différencier un assistant qui apporte de la valeur d'un chatbot qu'on rencontre sur un site web. Voilà. Une fois que cette vision était là, il faut constituer quand même... Il faut susciter l'envie et constituer une première petite équipe de early adopters qui soient motivés, qui aient envie de travailler dans cette aventure-là. Un panel d'utilisateurs volontaires. Voilà. Ce n'est pas nous qui allons penser à leur place. Ce n'est pas l'éditeur qui va penser à leur place. Il faut embarquer des utilisateurs au quotidien de la solution achat qui ont des besoins terrain réels. Et ce sont ceux-là auxquels on doit apporter des réponses. J'allais presque dire, il faut avoir les mains dans le cambouis et donner les clés à ceux qui utilisent, parce qu'ils vont vous dire, moi je suis confronté à ça et ça. Exactement. Donc, écoutez la voix du client. C'est ça. Oui, c'est marrant, vous appelez ça le client, alors que c'est votre
votre collègue de travail. Il faut donc définir des cas d'usage les plus fréquents, utiles à ces utilisateurs. Et puis j'imagine qu'après, il faut petit à petit élargir le panel, non? C'est ça? Alors, il faut élargir le panel, mais une fois qu'on a ce qu'on appelle le produit minimum viable, qui sait suffisamment répondre à un panel de questions suffisamment représentatif pour continuer à susciter cette adhésion d'un panel plus large, qui, à son tour, va contribuer à enrichir les questions auxquelles l'assistant saura répondre demain et après-demain, et élargir comme ça petit à petit. Donc finalement, on a embarqué dans la deuxième vague presque 500 assistantes. Ah oui. Qui sont des utilisatrices exigeantes du système et bien connaissant le système, en se disant que si cette population-là trouvait un avantage à co-construire une telle solution pour y apporter la valeur qu'elle cherchait, alors on convaincrait le reste des utilisateurs. Donc, Xavier, on part d'une feuille blanche, on se met en mode projet. Alors on se met effectivement en mode projet, et même si Corecentric est rodé à ces approches de projet de co-innovation, on part effectivement d'une feuille blanche. Il faut savoir écouter, il faut savoir aussi entendre, parfois s'entendre, d'accord, sur certains choix. On déroule une méthodologie à projet que l'on appelle donc une méthodologie projet agile, d'accord, qui est structurée effectivement à la fois sur l'entente, sur l'écoute, sur ce que l'on appelle donc des sprints, où finalement on vient assurer une succession donc de livraisons logicielles qui répondent au fur et à mesure en fait à des besoins qui sont exprimés par les fameux clients internes, notre client. C'est-à-dire qu'on progresse étape par étape. Exactement. On demande à ces clients là, volontaires de faire des préconisations. Rapidement, on essaie de trouver des solutions. On les teste, puis on recommence, etc. C'est ça, hein? Et donc, vous avez eu combien de sprints comme ça? Sur les 6 mois donc du projet pour la première version, on a une vingtaine de sprints. Une vingtaine. Ah oui. Est-ce que ce chatbot progresse, apprend lui aussi? Alors effectivement, à l'image d'un humain, parce qu'on parle donc quand même d'une composante projet avec un gros élément fort au niveau donc de l'humain, effectivement ce chatbot évolue, d'accord, au gré de l'utilisation, et il est réellement donc dans une démarche d'auto-apprentissage. Alors il y a effectivement donc de l'intelligence artificielle intégrée, mais il y a aussi de l'intelligence humaine qui participe activement à l'enrichissement des données, et on est donc sur un outil qui, d'un côté, se construit en mode projet avec les clients internes. Donc intrinsèquement, c'est un groupe projet de plus de 500 personnes, j'ai envie de dire, d'accord. Et à côté de ça, une intelligence artificielle qui sait intégrer, d'accord, des cas particuliers pour finalement les rendre les plus génériques possibles dans la vie de tous les jours. Quand on dit qu'il progresse, exemple concret. Il progresse, c'est-à-dire que on pose une question en disant quelles sont mes 3 dernières commandes. Pas de chance, cette forme lexicale, l'assistant ne le comprend pas du premier coup. Alors là, l'assistant va vous proposer, en disant, je ne comprends pas, voulez-vous signaler cette question? Et du coup, la question, elle va partir à l'équipe projet, qui va regarder avec l'éditeur s'il s'agit d'un problème de compréhension, un problème de syntaxe, ou si c'est parce que c'est vraiment une question pour laquelle nous n'avons pas encore appris à l'assistant quelles étaient les réponses possibles. Et là, on les lui inculque, et du coup, la fois d'après, il sait répondre. Ah oui, c'est-à-dire que si vous dites montre-moi mes 3 dernières commandes, c'est pas pareil que quelles sont mes 3 dernières commandes. Exactement. La formulation n'est pas quelles sont mes 3 dernières commandes. Affiche-moi les 3 dernières commandes. C'est presque rassurant, ça demande quand même qu'on a affaire à une machine, hein, que c'est pas quelqu'un qui s'est caché dans l'appareil. Non. D'accord, et qui est plus fort que nous. Dans cette progression sprint après sprint que vous avez décrite, il y a un enjeu majeur quand même, parce que j'imagine que les utilisateurs sont très exigeants. L'utilisateur, il est impatient. Ces petits chatbots-là, si au bout de 2 formulations de questions, vous n'avez pas votre réponse, vous abandonnez. Et c'est pour ça qu'il fallait avoir cette approche progressive, avec d'abord des personnes qui acceptaient l'erreur et l'échec, qui permettaient d'avoir un produit finalement minimum satisfaisant pour élargir le panel, continuer à l'enrichir et le proposer enfin à tout le monde. Alors, la 6e question, c'est comment est-ce que vous avez facilité cette collaboration? Et alors, Dieu sait si le contexte de l'époque n'était pas facile. Ah oui, c'était pendant le Covid. C'était effectivement en partie pendant le Covid et en partie pendant le confinement. Donc du coup, on a mis en exergue l'utilisation des outils collaboratifs, donc comme Teams par exemple, et l'intégralité en fait des réunions projet et de l'activité projet s'est fait avec les outils collaboratifs, de part donc du contexte du Covid, mais aussi parce que toutes les équipes de développement et les équipes d'innovation qui ont
activement participé à la réussite de ce projet-là, côté Corcentric, sont basés aux États-Unis. Ah oui. Donc c'était évidemment par Teams que ça se faisait. La machine était lancée, exactement. Par les outils collaboratifs Teams, par les outils de ticketing, de planeur, de calendrier partagé. Et quelles étaient les équipes qui ont été mises autour de la table, si j'ose dire, en tout cas derrière les ordi? Nous avions l'équipe donc d'innovation de Corcentric aux États-Unis, et nous, dans notre organisation, nous avons un département dédié à la maintenance de nos outils, à la mise en œuvre des nouveaux projets. C'est au sein de cette équipe-là qu'on a construit l'équipe autour de cet assistant digital. Et vous aviez un calendrier de réunion très strict, tout ça pendant le confinement, entre quelques pompes et abdos que tout le monde faisait pendant le confinement, un peu 2 gâteaux et quelques réunions comme ça. Alors c'était pas strict au départ. Non. C'était pas strict. Au départ, nous avons avancé au fur et à mesure de la durée des sprints, de la disponibilité des uns et des autres, vraiment en mode agile, en se disant, là on fait une pause, il faut prendre le temps d'expérimenter cette première livraison, et on se revoit dans 3 semaines. D'accord. Et là on analyse les données, etc. Donc on s'est vraiment adapté tout au long du projet, en fonction de chaque étape, sur comment on construit l'étape d'après. 7e question, comment communiquer auprès des utilisateurs pour encourager l'adoption de ce chatbot? Alors là, oui, parce que c'est important d'embarquer les gens. C'est essentiel. Oui, c'est important puisque c'est très compliqué de convaincre les utilisateurs d'adopter une solution digitale. Il faut plutôt susciter l'adhésion. Et pour susciter l'adhésion, on s'est dit, il faut qu'on ait des petites histoires à raconter et susciter la curiosité. Donc on a commencé par d'abord lui donner un nom à cet assistant digital. Si, on lui a donné un nom. Et comme la chef de projet qui a démarré cette aventure-là s'appelait Angèle Cardozo, on en a appelé notre assistant NJ. Ah oui. Et donc parce qu'Angèle, c'était pas bien, Angèle. Il faut 2 syllabes. 3 syllabes, c'est trop long, on vous dit, pour un nom. Ah d'accord. Donc il faut 2 syllabes. Et du coup, on s'est dit, il faut pas parler de l'assistant digital, il faut parler d'Angie. C'est beaucoup plus facile, les gens le retiennent mieux. On a presque l'impression qu'il va... On lui a trouvé un petit logo. Ouais. Voilà. Et du coup, muni de cette image et de ce nom-là, eh bien, on a lancé des petites campagnes de teasing, des petites campagnes de communication sur ce que savait faire Angie, etc. Vous en avez rêvé, Angie l'a fait. Des petites choses comme ça, qui petit à petit nous ont permis d'embarquer de plus en plus de monde dans cette aventure. Il y avait la musique des Rolling Stones aussi en même temps? On n'a pas réussi à mettre la musique dans l'application Corcentric. Il va falloir... Mais ça, pas encore. Attention au droit quand même, parce Exactement. qu'ils sont encore là. L'enjeu de communiquer, de toute façon, c'est un enjeu permanent lorsqu'on a une solution numérique, digitale. On sait bien que c'est 20% d'outils et 80% d'appropriation, c'est toujours pareil. Ah oui, complètement. Et comme je vous le disais, Corcentric est plutôt une entreprise rodée à cette approche de co-innovation avec les clients. Ça fait même partie, je dirais, intégrante de l'ADN de notre entreprise. Cette composante de communication et d'information autour donc de notre savoir-faire, d'accord, et ce que l'on fait avec les clients était généralement un élément, une pierre angulaire aussi donc de ce type de projet. Alors on a vu qu'on était parti, vous avez bien décrit cette aventure collective, mais vraiment collective, sans quoi elle n'aurait pas été possible. 8e et dernière question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'il y a des pièges à éviter, est-ce qu'il y a des erreurs à ne pas commettre pour ne pas remettre en cause la réussite d'un tel projet? Les projets d'innovation, ça se décrète pas. Donc il faut pas partir avec des idées préconçues. Il faut partir avec une première idée ou des premières idées avec une conviction qu'on peut y arriver. Et surtout, ne pas avoir d'idées préconçues. Vraiment écouter chaque partie prenante, écouter les demandeurs, écouter ceux qui achètent, écouter ceux qui produisent la solution, et pas se dire on va demander à l'éditeur de faire ça à la place d'un demandeur, ça fonctionne pas comme ça. Donc quand on dit de collaboration, d'innovation par la collaboration, ou je dirais même presque par la coopération dans cet exemple-là, c'était vraiment pas d'idée préconçue, pas de projet tout fait, laisser les parties prenantes proposer la suite du projet, les prochaines étapes, s'adapter constamment en mode agile, savoir faire des pauses quand on a d'autres priorités sur d'autres sujets, reprendre le sujet quand il est plus mature ou que les circonstances se prêtent davantage à l'expérimentation, et donc vraiment adopter cette méthode agile, sans quoi ce type de projet d'innovation n'apporte pas le minimum de valeur qu'on souhaite. Xavier, ne pas avoir d'idées préconçues, mais surtout ne pas se mettre à la place de l'autre. Oui, alors effectivement, de ne pas se mettre à la place donc de l'autre, du client interne, mais toujours dans cet esprit de communication, l'informer et communiquer aussi sur les champs des possibles liés à l'innovation.
Voilà. Parce que l'innovation ne peut pas forcément tout faire aujourd'hui, d'accord? Et c'est un élément très important. Une fois de plus, je pense qu'il faut retenir dans le cadre donc de ce type de projet. Un autre élément, je pense, qui a du sens sur ce type de projet de co-innovation, c'est effectivement se donner des objectifs, mais je dirais accepter de ne remplir finalement que 80% donc des objectifs que l'on s'était fixés initialement, mais faire en sorte que ces 80% soient un succès. Est-ce que vous m'autorisez une question peut-être indiscrète, mais ce dispositif que vous avez déployé, ce chatbot-là qui a été créé avec les équipes de Servier, il va pouvoir forcément servir pour d'autres. Pour d'autres. Comment ça se passe là? Alors, c'est comme je le disais, donc Corcentric, cette approche de co-innovation fait partie de l'ADN de l'entreprise et quelque part fait partie, je dirais, de la technologie donc que nous avons développée depuis plus de 20 ans. Ce sont nos clients, dans le cadre donc d'une succession de projets de co-innovation, qui ont construit la technologie de Corcentric aujourd'hui. En l'occurrence, sur le sujet lié au digital, l'assistant digital achat avec Servier. Servier a été le client le plus à l'écoute sur cette je dirais, approche très disruptive de la nouvelle manière de communiquer et d'utiliser une solution, d'accord? Et donc c'est pour ça qu'on a lancé donc ce beau projet ensemble, qui est un véritable succès et qui va participer activement aussi. Demain, on en est convaincu, à la démocratisation de ce type de plateforme sur l'écosystème donc des clients de Corcentric, d'accord, mais qui dans certains cas, peut-être demain, les clients de Corcentric seront des fournisseurs de Servier. Et vous êtes convaincu que demain, tous ces dispositifs, tous ces systèmes fonctionneront comme ça, avec des ordres donnés à la machine? Oui, c'était vraiment peut-être. Alors c'est pas une vision, mais plus ça va, plus on se dit qu'on aura de moins en moins besoin d'aller dans une interface d'un outil, et qu'on sera de plus en plus amené à utiliser un assistant comme ça via Teams, via des outils de chat, pour interagir avec un logiciel de manière plus conviviale finalement que de devoir naviguer dans un menu, aller cliquer. Ah ouais. Bien, ben écoutez, on va conclure par la rubrique habituelle, c'est-à-dire qu'on se donne un défi pas possible. On se dit, on a parlé presque 40 minutes, sauf que là, on va essayer de résumer ça en 1 minute. C'est la séquence en bref. Alors, messieurs, gros défi, cette émission n'aurait duré qu'1 minute. Qu'est-ce que vous auriez dit et qu'est-ce que vous souhaitez qu'on retienne au fond? Qui commence? Allez, je commence. Pour moi, un projet de co-innovation, c'est un travail d'équipe, d'accord? Voilà. C'est une réussite humaine, d'accord, qui s'appuie finalement sur de la technologie. Voilà. C'est réellement ce que je voudrais mettre en avant pour commencer sur cette thématique-là. Le deuxième élément que j'aurais envie de mettre en avant, c'est toujours dans cet esprit collaboratif, c'est penser autrement, d'accord? Et c'est s'ouvrir à la fois effectivement aux technologies, à l'innovation, mais c'est aussi s'ouvrir à son organisation, à ses directions et à ses clients internes pour les écouter, les entendre et faire en sorte que ce projet-là soit un projet d'entreprise, voilà, et pas le projet d'une seule et petite équipe. Bien, on a bien retenu. Pour ce qui vous concerne, embarquer nos utilisateurs, ne pas penser à leur place, et enrichir l'innovation par justement l'utilisateur. Il est au plus près du terrain, c'est lui qui achète, c'est pas nous. Et donc c'est lui qui définit le besoin qui apporte de la valeur pour son business. Donc l'innovation collaborative, c'est avant tout collaborer avec ceux qui font le business. Xavier Pierre Bèze, Sylvain Ferraud, on était ravis de passer ce moment avec vous. Vous savez, pour ce qui vous concerne, que ça n'est pas terminé. Vous avez la possibilité d'intervenir après le jingle de fin, en appuyant simplement sur le lien qui vous sera communiqué. Et vous pourrez converser avec nos amis, peut-être les interpeller, peut-être aussi, pourquoi pas, leur faire des remarques et avancer de façon collaborative. Voilà qui est dit, on reste dans le thème. Je vous souhaite une belle journée à toutes et à tous et à très bientôt. Pourquoi pas en replay d'ailleurs, vous savez que vous pouvez regarder encore une nouvelle fois, c'est à partir du 29 juin si j'ai bien compris le dispositif. À bientôt.